La médecine française a une particularité, c'est qu'elle est paranoïaque. D'accord? Alors là, je vais vous parler de relations. Sur le plan légal et juridique, les avocats, mais surtout les compagnies d'assurance, nous expliquent que ce qui motive les procès, il y en a très peu en France, il y a très peu de procès contre les médecins en France, c'est compliqué d'attaquer un médecin, c'est compliqué, hein, je veux dire, c'est vraiment donné à des gens très riches de le faire, et regardez l'histoire du sexologue qui a violé plusieurs femmes, combien ça a été difficile pour elle d'abord de le dire, ensuite de se faire défendre, ensuite de le faire condamner, ça a duré des années, etc. Donc, il y a très peu de procès. Mais il n'y a pas de procès sans qu'il y ait eu de la part du médecin perçu par le patient une violence qui peut être le silence, le sentiment qu'on vous a menti, le sentiment qu'on vous a fait, qu'on vous a, comment dirais-je, manipulé, ou qu'on a abusé de vous. Les praticiens, et ça c'est pas seulement les médecins, mais tous les praticiens de santé, tous les professionnels de santé qui ont des relations dans lesquelles le patient peut, 1, poser des questions et obtenir des réponses, 2, dire non. C'est-à-dire dire non sans être culpabilisé de dire non, parce que la loi, par exemple, dit qu'un patient peut refuser un traitement. Un patient peut refuser un traitement. Toutes les situations dans lesquelles les professionnels de santé sont face à des gens avec qui ils discutent, ils dialoguent, et avec qui c'est horizontal, et ce n'est pas un rapport de force, il n'y a pas de problème légal. Ça, c'est un truc général que je veux dire. Par conséquent, le jour où j'ai fait une préface pour un livre écrit par 2 femmes trans. Le livre de ces 2 femmes qui s'appellent Stéphanie Nico et Alexandra Hawks-Merel. Donc souvenez-vous de Stéphanie Nico, parce que vous allez retrouver le bouquin. Parle de la difficulté que c'est de devenir, de changer de sexe. Oui, ça s'appelle changer de sexe, justement, changer de sexe. Merci. La difficulté légale que c'est de changer de sexe. Pour changer de sexe en France, vous pouvez vous ramer pendant des années et des années, alors qu'il y a des pays dans lesquels c'est plus simple, mais on exige de vous 2 choses qui sont inadmissibles. Premièrement, que vous fassiez une évaluation psychiatrique, et deuxièmement, que vous soyez stérilisé. Comme on dit là-bas, what the fuck? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ce qui prouve bien que la crainte, hein, vous savez, c'est comme pour la reproduction chez les personnes homosexuelles, hein, la fécondation in vitro. On ne veut pas que ces personnes-là se reproduisent, vous comprenez? C'est ça le fantasme. Il y a les gens normaux, puis les gens pas normaux, et les pas normaux, il ne faut pas qu'ils se reproduisent. Donc, à partir du moment où le médecin ou n'importe quel soignant se pose comme personne d'autorité face à un patient et exerce ou veut exercer son autorité sous une forme qui est la forme d'une relation de pouvoir, là il y a des problèmes. Si on a des relations dans lesquelles la définition de ce qui est normal ou pathologique procède d'un dialogue sur lequel les 2 personnes se mettent d'accord et sur lequel, surtout, le patient a toujours le dernier mot, parce qu'il s'agit de sa foutue vie quand même. Il s'agit de sa foutue vie. Je ne sais pas si vous avez lu, vous, les étudiants en médecine, comment ça s'appelle, les articles qu'il y a eu, les enquêtes qu'il y a eu. On a fait des enquêtes parmi les médecins pour leur demander si vous aviez un cancer, est-ce que vous prendriez les protocoles les plus agressifs ou les protocoles ou des protocoles à la carte que vous décideriez vous? Ils disent, moi je prendrais un protocole à la carte, je ne me laisserai pas faire par les autres pour avoir tous les protocoles agressifs. Mais c'est pourtant ce qu'ils imposent à leurs patients. Vous voyez? Bon. Donc, et c'est comme ça que ça devrait être. C'est-à-dire, bah oui, vous devriez pouvoir choisir vos traitements. Vous devriez pouvoir choisir quand vous sentez vous normal ou non. Et en tant qu'individu, parce que vous n'avez pas toujours été étudiant en médecine, et moi non plus,
En tant qu'individu, c'est comme ça que vous voulez qu'on vous traite. Vous voulez qu'on vous laisse faire ce que bon vous semble. Du coup, je suis désolé de poser une deuxième question, mais une femme de 35 ans avec 2 enfants qui sort d'un divorce et qui est légèrement déprimée, qui vous demande une ligature des trompes, vous faites quoi? Eh bien d'abord, vous l'écoutez. Oui, mais du coup... Mais vous faites quoi? Vous n'allez pas lui sauter avec le scalpel dessus tout de suite pour lui couper ses trompes. Ça n'arrive jamais. Je pense que la question se pose d'un point de vue éthique, et à mon avis, la crainte qui est sous-jacente, c'est peut-être celle de la surmédicalisation. C'est-à-dire que si effectivement il y a des choses qui sont non pas pathologiques mais physiologiques, mais qui suscitent une souffrance, à quel point est-ce que c'est le rôle de la médecine de prendre en compte ces souffrances? Parce que toutes les souffrances ne sont pas l'objet de la médecine. Oui, mais qui définit qui souffre et pas, et qui souffre pas? Hein? C'est pas une souffrance. Oui, d'abord, qui décide qui souffre et qui ne souffre pas? Et cette dame dit, c'est pas une souffrance, c'est un choix. Si c'est moi qui décide que la femme souffre, c'est autoritaire, j'en sais rien, je suis pas dans sa peau. Si elle me dit, c'est ce que je veux, alors bien sûr qu'on est en droit d'écouter ce qu'elle a à dire. On est en droit de lui dire, bah, écoutez, de toute façon, vous avez un délai de réflexion de 4 mois. 4 mois, c'est beaucoup de temps si on prend le temps de discuter avec les gens. 4 1 Elle a le temps de réfléchir, mais surtout, non seulement elle a le temps de réfléchir, mais on a le temps de la revoir et d'en discuter avec elle de manière bienveillante. De manière bienveillante. Et de manière ouverte, c'est-à-dire de dire, madame, vos choix, c'est votre choix. Moi, je pars d'un principe qui est un principe simple. Quand on dit, ouais, se faire ligaturer les trompes, c'est quand même un truc grave et définitif. Bah, faire un marmot aussi, hein. Et puis c'est définitif pour le marmot, je veux dire, c'est pas seulement pour vous. Et puis pour le père ou la mère du marmot, quand c'est bon. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Ah, c'est grave. Ben oui, c'est grave, bien sûr, toutes les décisions sont graves. Mais faire un enfant, c'est grave. Mais vous pouvez pas revenir dessus. Non, vous pouvez revenir dessus avec un enfant? Expliquez-moi comment vous pouvez revenir dessus. Je vais vous dire. Mais pour autant, vous dites vous-même qu'il y a un nombre de méthodes de contraception extrêmement larges. Attendez. C'est pour ça que je vous dis, on va pas lui sauter dessus avec le scalpel tout de suite. Avant que la ligature de trompe soit officiellement légale, ou la vasectomie, en 2001. Moi, je recevais souvent des femmes qui me demandaient une ligature de trompe. Et je connaissais les gynécologues à qui je pouvais les envoyer pour que, au bout de 6 mois, 1 an, et selon des critères qui étaient les leurs, je savais à qui les envoyer. Néanmoins, qu'est-ce que je leur disais? Je leur disais, bon, il va vous falloir 6-8 mois, le temps de voir le gynécologue, que ça soit programmé, etc., qui vous disent c'est d'accord, c'est pas d'accord, peut-être qu'il va vous avez 29 ans, peut-être qu'il va vous demander d'attendre que vous en ayez 30, je sais pas. En attendant, il vous faut une contraception. Et puis, comme par hasard, dans 95% des cas, c'était des femmes à qui on n'avait pas proposé de stériler, c'était des femmes à qui on n'avait pas entendu pourquoi elles ne supportaient pas leur pilule et qu'on n'avait pas proposé autre chose, c'est des femmes à qui on n'avait pas proposé d'implant, et puis je leur disais, de toute façon, pendant les 6 ou 8 mois qui vont se passer, parce que même si c'est 4 mois de délai de réflexion, une vasectomie ou une ligature de trompe, une vasectomie pour le mari ou une ligature de trompe pour la femme, pour des raisons qui sont des raisons de circonstances personnelles, ça peut demander quelques mois avant d'être programmé. Ça ne se fait pas comme ça. Bon, je dis, vous allez... Puis je leur posais un stérilet, et puis 9 fois sur 10, elles ne revenaient pas. Pourquoi? Parce qu'elles étaient suffisamment sécurisées par le stérilet pour ne pas avoir besoin d'une ligature de trompe. 1 fois ou 2 fois sur 10, je voyais la femme revenir. Elle avait sa contraception, elle en avait reparlé avec son conjoint, son mari, ses amants, je ne sais pas, ses parents, avec elle-même. Je n'en savais rien, ce n'était pas mon problème. Elle revenait et elle maintenait sa demande. La question que je pose, et c'est aussi une question éthique, qui suis-je? Qui sommes-nous, médecins, pour décider que ce qui est à l'intérieur de la tête d'une personne est ou n'est pas correct? On ne peut pas. Mais après, c'est pas forcément une question de correct ou pas correct, c'est une question de coût. Non, on va pas aller. Non, oui, mais c'est une vérité, mais là, si vous voulez, vous avez raison. Attendez, je comprends la question de coût, mais on ne fait pas un cours d'économie de la santé là. On ne fait pas une discussion sur l'économie de la santé. Je veux dire que c'est un autre problème. Tout coûte cher en santé. Tout coûte cher. Les transplantations rénales aussi. D'accord? Une ligature de trompe, une vasectomie. Alors maintenant, une méthode est sûre, etc. C'est des choses qui sont, et c'est pas un argument, vous comprenez, c'est des choses qui sont pas coûteuses par rapport, encore une fois, au fait, en coût, et je parle de coût médical et de coût humain,
excusez-moi, mais le nombre de femmes à qui on a refusé, par exemple, une ligature de trompe et qui ont fait 3 ou 4 ou 5 IVG, il n'y a pas de comparaison de coût. Il n'y a pas de comparaison de coût possible. Le seul coût qui doit préoccuper les soignants, parce que l'histoire de coût de la santé, c'est l'histoire collective, c'est l'histoire de politique, c'est l'histoire de gestion de la cité. La seule préoccupation qui doit préoccuper les soignants, c'est le coût humain. C'est le coût émotionnel. Parce que c'est de ça qu'on s'occupe. On ne s'occupe pas de savoir ce que ça coûte à la collectivité. Nous ne sommes pas en mesure... Attendez, je voudrais finir la digression parce que j'avais d'autres choses à raconter, puis on va reprendre ça après dans les questions. Donc, je ne prétends pas que ma perception de la norme ou de ce qui est normal est la seule valable. C'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est qu'il y en a d'autres que celles que les médecins, dans leur généralité, et pas tous, mais le corps médical, ou les corps médicaux, ou les cadavres médicaux, si vous préférez, décident qui est normal ou pas. Ce que je veux dire, c'est que, donc il y a d'autres points de vue, et que, d'un point de vue éthique, d'un point de vue relationnel, d'un point de vue humain, d'un point de vue de citoyen, ces différences devraient être débattues, et débattues de manière égalitaire. C'est-à-dire que la position d'une femme qui dit « je ne veux pas avoir d'enfant ». Une jeune femme de 20 ans, j'ai vu une femme de 20 ans ou 22 ans un jour qui est venue me voir en me disant « ça fait très longtemps que j'y pense, depuis que je suis toute petite, et à l'adolescence ça n'a pas changé, je ne veux pas avoir d'enfant ». Comme beaucoup de mes confrères, j'aurais pu lui répondre « bah, vous savez, vous avez le temps de changer de vie ». C'est vrai. Mais de quel droit lui dirais-je une chose pareille? Je veux dire par là que si elle venait me voir, et j'ai vu aussi ça, si je vois une adolescente de 16 ans qui me dit « je suis enceinte et je veux garder ma grossesse », est-ce que je dois lui dire « vous savez pas ce que vous faites ?» Non. Parce que si elle dit « je veux pas garder cette grossesse, ma grossesse », je lui dis pas non plus « vous savez pas ce que vous faites ». C'est une question de décision personnelle. Bien sûr que les gens prennent des décisions que parfois ils regrettent. Combien de gens regrettent d'avoir eu des enfants? Combien de gens regrettent d'avoir eu des enfants avec ce type-là, ou cette femme-là? Puis vous ne pouvez pas revenir dessus, hein. Vous ne pouvez pas juste les mettre sur le bord de la route comme on le faisait dans le temps. Puis si jamais vous décidez, je ne sais pas moi, de leur faire du mal, ça va se voir. Vous allez quand même aller en prison, ce sera normal. Bon. Nous faisons tous, à tout moment de notre vie, nous prenons des décisions dont nous pouvons nous féliciter plus tard ou regretter. Et nous sommes tous dans cette situation-là. Et personne ne peut nous dire, à coup sûr, et sans jamais se tromper, que la décision que nous prenons est une décision juste ou non, puisque c'est nous seulement qui, après coup, pourrons dire c'est une décision juste pour moi que j'ai prise, ou c'est une décision que j'ai regrettée. A fortiori, et c'est ça qui, moi, me pose problème, quand le corps médical se mêle de dire vous ne devez pas changer de sexe, avoir un enfant, pas avoir d'enfant, you name it. Ça me pose un problème majeur parce que, sauf erreur de ma part, le corps médical, ou d'ailleurs le corps de toutes les professions de santé, parce que toutes les professions de santé étant en position de confiance relationnelle, peuvent être amenés à exercer une pression, il n'y a pas que les médecins, les infirmières peuvent être, ou les sages-femmes, ou les psychologues, tout ce que vous voulez, peuvent être extrêmement autoritaires aussi. C'est la posture et la personnalité de la personne en question qui fait le rapport de force, c'est pas la profession en elle-même. Ça me pose un problème que dans un contexte d'un pays qu'on dit démocratique et dans lequel on nous demande tout le temps de prendre des décisions qui sont des décisions et de les assumer. Il y a ce discours schizoïde qui consiste à dire, dans certaines circonstances, comprenez, il faut assumer de voter pour tel parti plutôt que pour tel autre. Ou d'aller voter, assumer d'aller voter, vous comprenez? Parce qu'autrement, je sais pas moi, quelqu'un va prendre le pouvoir. Bah oui, quelqu'un va prendre le pouvoir, oui, bien sûr. De toute façon, quelqu'un va prendre le pouvoir. Assumez le fait que vous êtes un citoyen et allez voter. Mais alors surtout, il ne faut pas assumer
votre vasectomie ou votre ligature de tronc. Il y a un problème. Vous voyez? Ou bien on considère que les gens sont majeurs et adultes et ils prennent des décisions qu'effectivement ils pourront regretter. Et personnellement, je me félicite un jour, pour la seule fois de ma vie, de m'être abstenu de voter parce que je ne voulais voter ni pour l'un ni pour l'autre. Je suis très heureux de ne pas avoir voté. Alors que tout le monde m'avait dit « Surtout, faut voter, faut voter, faut voter !» Parce qu'autrement, l'autre, tu sais, le tordu, là, il va passer. Il va passer. Mais j'ai pas voté. Je voulais pas voter. D'accord ? Bon. Donc, on ne peut pas avoir un discours schizoïde qui consiste d'une part à nous demander de prendre des décisions qui sont des décisions assumées, et d'un autre côté nous dire « Ah non, ces décisions-là, vous ne pouvez pas les assumer ». Il y a une autre chose qui est soulevée là, et qui revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que l'un des gros problèmes de la médicalisation de la société en général, c'est le sentiment que quand quelqu'un a un souci, il faut le résoudre tout de suite. Or, dans l'immense majorité des cas, et en particulier en ce qui concerne la santé des femmes, la plupart du temps, sauf quelques situations, l'une d'elles étant l'interruption de grossesse pour des raisons de délai légal, par exemple, ou de disponibilité, il n'est jamais urgent de prendre une décision définitive. Et sans repousser les gens et reculer des cas de fer, ce que j'ai observé, ça c'est effectivement c'est un peu de bouteille qui m'a permis de l'observer, c'est que, par exemple, entre l'expression d'un désir et la réalisation de ce désir, c'est le même problème avec le suicide assisté par exemple. Entre l'expression d'un désir et la réalisation de ce désir, il y a souvent un monde. Combien de patients j'ai entendu me dire « j'ai envie de mourir ». Et au début j'avais peur de ça. Je veux dire, je disais « non, vous ne pouvez pas dire une chose pareille, pensez à votre femme, vos enfants, votre mari, votre ceci, votre ça ». Et alors du coup il se taisait, et puis il ne parlait plus. Et puis au bout d'un moment j'ai compris que c'était pas ça la bonne réponse. La bonne réponse c'est... enfin la bonne réponse, une des bonnes réponses, c'est de dire « ah, est-ce que vous voulez m'en parler ?» J'ai pas procédé autrement avec les femmes qui sont venues me voir en me disant « je veux pas d'enfant » ou « je veux un enfant » ou « je veux pas ci » ou « je veux pas ça ». J'ai toujours procédé, enfin toujours, non. Au bout d'un certain nombre d'années d'apprentissage, je me suis rendu compte que la seule attitude constructive pour tout le monde, c'est-à-dire à la fois pour la personne qui est en face de moi et pour moi, c'est de dire « bon ben, parlons-en. Qu'est-ce que ça veut dire cette demande pour vous? Qu'est-ce que ça signifie pour vous? Est-ce que c'est une libération? Est-ce que c'est l'expression de votre tristesse? Est-ce que c'est... Je vous raconte une autre histoire. Une femme vient me voir en me disant « je veux que vous m'enleviez mon stérilet ». Elle avait 45 ans. « Je veux que vous m'enleviez mon stérilet ». Puis enfin, beaucoup d'autorité. Je dis « d'accord, vous avez des soucis avec... » « Non, 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 mais je viens de rompre avec mon Jules et je veux plus de ce stérilet. » Je dis « d'accord, vous alors, en souriant, je lui dis « donc vous avez l'intention de plus jamais avoir de rapport sexuel ?» »« Ah bah non, pas du tout. Bon, mais je vais pas en prendre un tout de suite, là, maintenant. » Je lui dis « donc, est-ce que vous avez des soucis avec ça ?»« Non, 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 mais j'en veux plus parce que je me le suis fait poser pour lui. Je veux plus avoir ce stérilet. » Parce que c'est comme s'il était toujours là, quoi. Je lui dis « bon, mais est-ce que, par exemple, je peux les changer? Je peux vous enlever celui-là, vous en mettre un autre tout de suite, comme ça vous êtes tranquille, c'est pas celui que vous avez mis pour... » Elle m'a dit « non, non, je veux l'enlever. » Et là, j'étais vraiment embêté parce que je sentais qu'il y avait quelque chose qui collait pas. Et j'arrivais pas à le mettre en œuvre. Je lui ai dit « bon, et Dieu merci, j'avais une raison, comment dire, valide, de lui dire, ben, vaut mieux pas vous l'enlever aujourd'hui, parce qu'en fonction de son cycle, il y a des moments où si on retire un stérilet, on peut ne pas... on peut favoriser une grossesse qui est peut-être en cours. Or, elle avait eu des rapports sexuels la veille. Elle avait eu des rapports sexuels et rompu la veille. Je dis non, je peux pas vous l'enlever aujourd'hui, parce que vous tenez peut-être pas être enceinte. Ah ben non. Je dis, bah écoutez, alors, attendez la fin de votre cycle, et puis là, je vous enlève votre stérilet. Mais si vous l'enlève là... Je l'ai pas revu pendant 2 ans. Et au bout de 2 ans, elle est revenue, elle m'a dit « vous avez bien fait, hein ?» Je dis « pourquoi ?» Et parce que le soir suivant, je me suis mis en ménage avec mon voisin de palier.
C'est vrai qu'on peut changer d'avis. Et c'est vrai que c'est jamais urgent. Mais c'est l'attitude qu'on a face à une demande qui peut être une demande effectivement instinctive, etc., dans l'instant du moment. C'est l'attitude qu'on a vis-à-vis de ça qui va conditionner la capacité de la personne à dire oui, finalement, c'était un truc que j'ai demandé à ce moment-là, et puis en fait, je ne le voulais pas vraiment, et heureusement, j'ai pris le temps de réfléchir. Ou bien, d'accord, j'ai pris le temps de réfléchir, mais c'est toujours ce que je veux. Et à ce moment-là, quand le soignant s'est donné la possibilité, et a donné la possibilité à la personne non seulement de prendre ce temps de réfléchir, mais aussi de lui laisser entendre que sa réflexion à lui ou sa réflexion à elle va l'emporter sur ses opinions à elle, de soignant. Seulement si cette personne en face sait qu'elle a affaire à quelqu'un qui n'exercera pas de rapport de pouvoir avec elle, qu'elle pourra revenir et vous dire bah, c'est ça ma décision. Et si c'est sa décision, et pour moi c'est la même chose que ce soit de ne plus vouloir ne plus avoir d'enfant, d'en avoir un, de changer de sexe, de se faire opérer ou de ne pas se faire opérer parce qu'on a telle ou telle anomalie, etc. C'est seulement si on est dans une posture qui est une posture d'accompagnement, de partage, de soutien, d'intelligence, au sens d'intelligence, hein, l'expression en bonne intelligence. La bonne intelligence, c'est nous nous comprenons tous les deux et ça nous rend tous les deux plus intelligents. Oui. Qu'est-ce qui empêche de penser que les patientes ou les patients qui arrivent n'ont pas déjà suffisamment réfléchi ? Exactement. Qu'est-ce qui empêche de penser que les patients ou les patientes qui arrivent n'ont pas suffisamment réfléchi? Rien. A priori, nous n'avons pas le droit de dire que la personne qui arrive n'a pas réfléchi. Mais je pense que dans la situation là, dont il était discuté, c'est-à-dire la ligature de trompe par exemple, encore une fois, s'ils ont bien réfléchi, au bout de 4 mois, ils auront toujours aussi réfléchi. Donc, ceux qui n'ont pas encore réfléchi, ils ont 4 mois pour réfléchir. Ceux qui ont déjà réfléchi, ils n'ont que 4 mois à attendre. Pour moi, c'est pour ça qu'il est bien qu'il y ait un délai. Ce qui n'est pas bien, c'est qu'un soignant oppose un veto ou une fin de non-recevoir en disant « vous êtes trop jeune, ou vous n'avez pas assez d'enfants, ou vous n'avez pas d'enfants du tout, ou ceci ou cela ». Et vous avez raison, une personne qui entre, a priori, il n'y a aucune raison de penser que cette personne qui entre n'a pas déjà réfléchi. C'est seulement elle qui peut le dire. C'est seulement elle qui peut le dire après l'entretien en disant « je vais réfléchir encore ou pas ». Les Anglais, par exemple, ils sont très clairs par rapport à ça. J'ai lu il y a quelques années un article d'un jeune médecin qui s'interrogeait justement sur la demande de stérilisation chez les jeunes gens, c'est-à-dire les gens qui avaient entre 18 et 30 ans. Et il s'interrogeait sur la validité de leurs motifs. Et il disait, pourquoi, encore une fois, est-ce que leur motif serait moins valide à 18 ans que le motif de quelqu'un d'avoir ses premières relations sexuelles, d'avoir un enfant, de prendre tel ou tel boulot, de voter pour telle ou telle personne, d'acheter une voiture, d'acheter une maison et de se mettre 30 ans d'emprunt sur le dos. Pourquoi est-ce que la décision de se faire ligaturer les trompes ou vasectomiser serait-elle moins valide que ces décisions-là qui engagent la vie au moins autant? Encore une fois, avoir un enfant, ça engage la vie au moins autant que de ne pas en avoir, et même plus. Enfin, ça se discute, mais ça l'engage de la même manière. Et c'est là qu'on voit que s'il y a un blocage sur cette question-là, c'est parce que la valeur qui est prônée par un certain nombre de gens dans la collectivité, et aussi en particulier par le corps médical, c'est que la norme, c'est de se reproduire. Et c'est cela à quoi nous devons réfléchir. Est-ce qu'il est, entre guillemets, normal de se reproduire? Alors on peut répondre oui et non. C'est oui parce que avoir envie de se reproduire, ça fait partie des pulsions naturelles de l'individu, mais non parce que nous avons une autonomie de décider et que nous ne sommes pas obligés de le faire. Et que ce n'est pas être un être humain moins réalisé, moins accompli, de décider. Regardez les gens qui rentrent dans les ordres, qui décident de ne pas avoir d'enfant pour des raisons religieuses. Est-ce que, de quel droit dirions-nous qu'ils sont moins réalisés en tant que personne
parce qu'ils ont fait ce choix-là, que nous. Leur décision n'affecte pas la nôtre. Notre décision n'affecte pas la leur. Le fait que je fasse des enfants n'affecte pas la décision de quelqu'un qui décide de ne pas en avoir. Et l'inverse est vrai aussi. Le fait que quelqu'un décide de ne pas en avoir n'affecte pas le fait que je décide d'avoir des enfants. Là où ça pose problème, et on revient à la question à ce moment-là de la gynécologie elle-même, et par extension à la question de toute forme de médecine, c'est que si un corps, comment dirais-je, un corps constitué comme le corps médical délivre un discours qui est un discours normatif, qui ne repose pas sur une réflexion éthique, parce qu'il ne repose pas sur une réflexion éthique. Hein. Quand on dit non, les femmes elles doivent avoir des enfants, c'est pas une réflexion éthique. Qui ne repose pas sur un discours scientifique. On peut parfaitement vivre sa vie sans avoir des enfants, alors même qu'on est fertile. Et qu'on soit fertile ou non. Et une vie productive, une vie riche pour soi-même et riche pour la collectivité, je ne vais pas vous dire combien de gens tout à fait remarquables et comment dirais-je, et partageants et qui nous ont réjouis n'ont pas eu d'enfants. J'ai dit une bêtise ? On n'est pas obligé d'aller jusqu'à Sœur Teresa, qui n'est peut-être pas un modèle que je prendrais moi personnellement, mais après tout, elle a vécu la vie qu'elle voulait. Hein, je veux dire, moi, elle ne m'a pas empêché d'avoir 6 mômes, donc ça me va très bien. Donc, ce que je voulais dire, c'est que finalement, la gynécologie, elle représente, de la même manière que la médecine, d'un point de vue général, est paternaliste avec l'individu, c'est-à-dire le patient est un enfant, vous comprenez qu'il faut éduquer, il ne sait pas ce qu'il fait. Hein, bon. Donc, oui, il ne sait pas ce qu'il fait. Pardonnez-leur, mon Dieu, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc, vous voyez toute la connotation religieuse, subliminale qu'il peut y avoir dans le fait de dire les patients ne savent pas ce qu'ils font ou ce qu'ils veulent. Je voulais revenir aussi à ce paternalisme. Il n'y a pas si longtemps, moi j'ai grandi dans les années 50, je regardais la télé, il y avait 2 chaînes, après il y en a eu plus, avec 2 chaînes, et il y avait souvent des films. C'est des films qui avaient été faits, alors souvent c'était des vieux films, donc, qui avaient été faits 10 ou 15 ans avant. Et il y avait un truc qui revenait souvent, je regardais beaucoup les films dans lesquels il était question de médecine, et il y avait toujours des histoires d'accouchement. Et des fois, il y avait le dilemme, le chirurgien sortait, il allait voir le mari, et il lui disait, est-ce que je sauve la mère, ou est-ce que je sauve l'enfant ? Les personnes qui, à mon âge, se souviennent de ce même. C'est monstrueux. Vu de notre point de vue, c'est monstrueux. Ça l'est moins quand on sait que, dans l'esprit des scénaristes, des écrivains, des gens en général, la question des fois se posait. Parce que si vous vouliez sauver l'enfant, entre guillemets, il fallait des fois faire une césarienne qui pouvait entraîner une mort maternelle. Si vous teniez absolument à faire un accouchement par voie basse qui allait préserver la vie de la mère, vous alliez peut-être délabrer l'enfant et le tuer. Donc pour des raisons de possibilités techniques, c'était vrai. Nous ne voulons plus de ce genre de choses. Parce que c'est pas un choix. Hein, c'est le choix de Sophie. C'est un dilemme insoutenable. N'empêche que les médecins posaient la question au père. Ils ne tiraient pas à pile ou face. Ce qui aurait été plus éthique, à mon avis. Poser la question au père. Ou il décidait tout seul. Ce qui revenait au même. C'était moins cruel pour le père, mais... Hein, pardon, hein? Non, mais ça revenait au même pour la femme hein, et l'enfant. Le poids de la... C'est ce que j'allais dire. C'était moins lourd pour le père. Mais sur le plan de la décision unilatérale... Aujourd'hui, je pense à un épisode de Grey's Anatomy, un autre épisode de House. Aujourd'hui, le dilemme se pose de la manière suivante, plutôt. Une femme ayant un cancer est enceinte, et on lui dit, alors elle a un cancer, elle est enceinte, c'est son premier enfant, ça peut être le 2e ou le 3e, peu importe. Enfin, on augmente la tension dramatique en disant que c'est le premier enfant, que c'est un enfant qui est arrivé tard, etc. Elle est enceinte, elle a un cancer.
Ben, on peut interrompre la grossesse et puis on vous fait votre chimiothérapie à fond, les balais, comme ça vous allez survivre. Ou alors, malheureusement, vous pourrez mettre votre grossesse à terme, mais vous risquez de mourir parce qu'on vous traitera trop tard. Et dans les deux épisodes auxquels je pense, la femme, House dirait d'une manière tout à fait logique, évolutionniste et logique, la femme dit non, 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 je veux que mon enfant naisse, moi, je passe après. Ce qui fait sauter en l'air tout le monde, évidemment, parce que, ben non, c'est un choix. Ça n'a pas à faire sauter en l'air. L'autre choix serait admis, et on ne voit pas pourquoi une femme ne choisirait pas de mettre sa vie en danger pour que son enfant naisse. C'est un choix aussi valide que l'autre. Et c'est un dilemme récurrent à cause de la position des médecins qui sont toujours en posture de dire nous voulons faire quelque chose de positif, c'est-à-dire soigner votre cancer, et ça nous apparaît plus positif que pour vous d'avoir un enfant. C'est bien parce que les médecins sont normatifs, c'est-à-dire qu'ils partent de leur perception de ce qui est normal, de ce qui est bénéfique, et non pas de la perception de ce que le patient ou la patiente peut penser. Il y a un changement de paradigme complet qui consiste, d'ailleurs House il dit, son choix est un choix logique. Mais il dit, mon patient c'est pas la génération future, c'est elle. Et lui ce qu'il essaye de faire, c'est de faire en sorte de la soigner pour qu'elle ait quand même son enfant mais qu'elle ne meure pas. Il n'y arrive pas, mais il choisit ça. Et il dit, et c'est un choix aussi éthique, c'est-à-dire que mon patient c'est elle, c'est pas son enfant. Bon. Mais la question se pose, et la question elle soulève encore une fois la situation dramatique, elle pose la question de qui choisit. Et qui choisit pour lui? Est-ce qu'on choisit pour les autres ou est-ce qu'on choisit pour soi-même? Les violences physiques qui s'exercent équivalent à ce que j'appelle moi la police gynécologique. C'est-à-dire, c'est moi qui vous dis comment vous devez avoir vos règles, comment vous devez avoir une contraception ou pas, comment vous devez avoir des enfants, comment vous devez accoucher. Si vous n'obtempérez pas, la foudre va vous tomber sur la tête. Donc c'est même pas seulement la police gynécologique, c'est comment on pourrait appeler ça, oui, la colère divine, la prêtrise gynécologique. Bon. Vous voyez bien qu'on est encore une fois, non pas dans une relation qui est une relation de soins, une relation d'entraide, mais dans une relation de pouvoir. Donc la question, c'est pas tellement est-ce qu'il y a du normal, est-ce qu'il y a du pathologique. La question, c'est comment est-ce que les relations entre les soignants font que les gens peuvent ou ne peuvent pas prendre des décisions d'une manière qui soit cohérente pour eux. Et non pas pour le médecin, ou la sage-femme, ou le mari d'ailleurs, ou l'épouse, ou n'importe qui. Mais pour eux. Alors, parmi les moyens de contrôler justement le comportement des femmes et le comportement des individus en général, il y a plusieurs méthodes qui sont des méthodes fréquentes, souvent simultanées mais équivalentes. Il y a d'abord la peur. Ça, encore une fois, il y a une autre chose qui nous empêche de penser, en dehors du fait d'être amoureux, qui arrive de temps en temps, mais qui n'est pas permanent dans la vie. Mais il y a un autre sentiment qui, lui, est permanent, c'est la peur. Nous sommes programmés pour survivre, pour avoir des comportements qui nous permettent de survivre. L'un des mécanismes qui nous permet de survivre, c'est-à-dire de ne pas nous exposer au danger, et d'avoir peur d'un danger même quand il n'y en a pas, c'est d'avoir peur. La peur est la méthode la plus simple, la plus fréquente et la plus efficace de faire à quelqu'un quelque chose qu'a priori il n'aurait pas fait. Prenons l'exemple de la grippe et de la vaccination contre la grippe. Si vous dites il y aura 30 millions de morts, bah forcément vous dites je n'ai pas envie de mourir, je ne veux pas que mon père meure, je ne veux pas que mes enfants meurent, etc. Vous allez vous faire vacciner. Si vous dites oui mais sur quelle base scientifique tu dis qu'il va y avoir 30 millions de morts? Il y a déjà tout l'hémisphère sud qui a eu la grippe, il n'y a pas 30 millions de morts. Ah oui, mais le virus pourrait muter en passant l'équateur. Vous voyez, on est dans le cadre du registre du fantasme qui est destiné à faire peur. Le grand loup-garou va venir vous manger. Les arguments de peur ne sont pas des arguments scientifiques, ce ne sont pas des arguments éthiques, ce ne sont pas des arguments relationnels valides. C'est-à-dire toute personne qui cherche à vous faire peur se disqualifie dans ce qu'elle vous dit
parce qu'elle cherche à vous faire peur. Ou encore, un jour, quand je me suis installé à Montréal, j'ai pris une assurance pour le logement où j'habitais, et on m'a dit « Est-ce que vous voulez une assurance tremblement de terre ?» J'ai dit « Mais Montréal, c'est pas une zone sismique. » Il dit « Si, c'est une zone sismique. » Si, c'est vrai, c'est une zone sismique. Le Québec, c'est une zone sismique. De temps en temps, il y a des petits tremblements de terre. Mais bon, ça commence à voir, hein. Et je lui dis, mais, et très sérieusement, je lui dis, mais est-ce qu'il y a une assurance astéroïde? Elle me dit non. Je dis, vous avez tort, parce qu'il y a plus de probabilité que je sois frappé par un astéroïde que de mourir à Montréal d'un tremblement de terre. Parce que les micro-météorites qui tombent sur la Terre, il y en a des flopés, et il y a des gens régulièrement, il n'y a pas beaucoup, mais c'est comme la foudre. Hein. Bon. Il y a une assurance foudre, mais il n'y a pas d'assurance astéroïde, enfin, météorite. Bon. J'ai décidé de ne pas avoir peur des tremblements de terre, alors qu'il y a des tremblements de terre à Montréal. C'est-à-dire, j'ai décidé, je fais un calcul de risque qui consiste à dire, je prends un risque, mais il n'est pas élevé. Dans le domaine de la santé, c'est la même chose. On prend des risques sans arrêt. Par exemple, votre risque d'être renversé par l'autobus est bien plus élevé que le risque que vous ayez, je sais pas moi, un cancer X la semaine prochaine. Cette semaine, vous avez plus de risques de vous faire renverser par l'autobus. Et pourtant, on vous laisse entendre, en particulier les femmes par exemple, on vous laisse entendre qu'il faut vous vacciner contre le HPV, forcément. Il faut vous faire des frottis tous les ans, c'est pas vrai. Et qu'il faut vacciner vos filles, vos cousines, etc. C'est-à-dire qu'on insiste sur la peur que vous pouvez avoir d'une maladie pour vous conditionner. Vous voyez que là, la peur, par exemple dans le domaine des vaccinations, la peur a une autre fonction. C'est pas seulement de vous normaliser dans votre production, mais c'est aussi de vous vendre quelque chose. Toute personne qui vous fait peur a quelque chose à vous vendre. Ça peut être une idée, ça peut être un produit, oui. C'est juste une question du coup sur la possibilité même d'une horizontalité dans la relation entre le médecin et le patient. À partir du moment où d'un côté, il y a le médecin qui détient de l'information et en face des personnes comme nous qui ne sont pas informées, est-ce que vraiment on peut être envoyé sur une relation d'horizontalité étant donné qu'on a toujours en face quelqu'un qui saura mieux que nous et qui fait qu'on est toujours dans une situation asymétrique en fait? Alors, l'asymétrie, tout à fait. L'asymétrie provient du fait que si vous êtes en demande de quelque chose, vous allez voir un professionnel pour lui demander n'importe quoi, vous vous mettez d'emblée dans une position asymétrique puisque vous attendez quelque chose de lui alors que lui n'attend rien de vous. Cette asymétrie est renforcée par le fait que si vous allez lui poser une question sur des choses qui vous inquiètent beaucoup ou si votre état nécessite que vous ayez le voir, l'asymétrie est encore augmentée. En revanche, là où je ne suis pas d'accord, c'est quand vous dites « il saura toujours mieux que nous ». Non, ça c'est pas vrai. C'est même souvent faux. Et de toute façon, il ne pourra en savoir autant que vous qu'à une condition, c'est qu'il écoute bien ce que vous lui racontez. Très souvent, même la formation médicale, et je pense que les médecins et les sages-femmes et les infirmiers et les infirmières qui sont là me diront, enfin, seront d'accord là-dessus, très souvent, la formation médicale consiste non pas à identifier ce qui se passe chez un patient, mais à faire coller ce que dit le patient à un tableau déjà préappris. C'est pour ça qu'on fait plein d'erreurs de diagnostic tout le temps. Et quand on a de la bouteille, on apprend à ouvrir les oreilles, ouvrir les yeux et entendre. Les anglo-saxons font ça depuis plus longtemps parce qu'il y avait un grand médecin qui s'appelait William Osler, qui était en Angleterre, au Canada et aux États-Unis, qui est une sommité médicale de la fin du 19e, du début du 20e dans le monde anglo-saxon, qui disait « Écoutez bien ce que le patient vous dit en entrant, il vous donne le diagnostic. » Bon. Quand vous dites « il en saura toujours plus », c'est pas vrai. Vous en savez de toute façon plus que lui sur vous. Or, l'objet de l'intérêt d'un soignant, c'est vous. Il ne connaît pas vos choix, il ne connaît pas votre vie privée, il ne connaît pas vos sensations, il ne peut que essayer de les appréhender quand vous allez le lui dire, etc. Par conséquent, non seulement il ne peut pas décider pour vous, mais il ne peut pas décider ou vous proposer une décision sans vous. Ce qui se passe, c'est que la position d'asymétrie dans laquelle on se présente
nous donne le sentiment, probablement parce qu'on est programmé pour ça, on est programmé, beaucoup d'entre vous sûrement ont entendu parler de l'expérience de Milgram. Hein, l'expérience de Milgram, c'est on mettait des étudiants avec un truc pour augmenter l'électricité, puis de l'autre côté de la vitre, il y avait un type qui était assis sur une sorte de chaise électrique, et puis on lui disait montez le niveau, et puis en fait c'était un acteur, il ne recevait pas de l'électricité du tout, mais le type, puis il montait, on disait montez encore, et puis on voyait combien il y en avait qui montaient jusqu'à ce que le type... Et puis il y en avait 70% qui continuaient à monter. Tant que le type en blouse blanche leur disait de monter l'intensité, ils montaient. Il y en a d'autres qui disaient non, là je lui fais mal, je ne le fais pas. Pourquoi? Parce que nous sommes spontanément tentés de nous soumettre à l'autorité. En plus, je pense que c'est encore plus vrai pour l'autorité médicale ou l'autorité soignante, pour des raisons qui ont à voir avec le fait que l'autorité soignante, dans le temps, c'était à la fois le prêtre, le chaman, le sorcier. Il avait les liens avec le grand au-delà. Il pouvait vous jeter un sort. Votre médicament, docteur, il m'a collé la chiasse. Ouais, le chaman a se jeter un sort. Ou le docteur va te faire une piqûre, c'était pas gentil. Vous voyez comment la figure d'autorité est utilisée comme une figure comment dirais-je, comment on appelle ça, de père fouettard. Bon. Il y a aussi un vieux principe libertaire qui dit la principale arme de ceux qui nous oppriment, c'est le fait que nous pensions que nous ne pouvons rien faire. On voit ça très bien, par exemple, dans les violences conjugales ou dans les harcèlements, dans les situations de harcèlement psychologique. Quand on est soumis à une violence de la part de quelqu'un, que ce soit psychologique ou physique, ça met la personne, et c'est pas spécifique aux êtres humains, parce que c'est la même chose avec les animaux, ça met la personne ou l'individu qui est harcelé ou qui est maltraité dans une situation psychologique qui est telle que, au bout d'un moment, il pense que c'est impossible de faire quoi que ce soit. Et c'est seulement quand on les aide à prendre conscience du fait que non, ils peuvent faire des choses, que là, ils arrivent à remonter et, par exemple, à s'extraire de la situation. Il y a un moyen simple d'échapper à un médecin violent. Très simple. Je veux dire, plus simple que de prendre le cendrier et de lui balancer sur la gueule, je veux dire. Plus simple. C'est de prendre ses affaires et de sortir. La plupart, oui. Moi, quand vous dites ça, ça me fait tout de suite penser à la situation des femmes qui accouchent et qui ne peuvent pas prendre leurs affaires et s'enfuir. Et voilà, c'est juste la réaction un petit peu. Voilà. Vous avez raison, vous avez raison. Vous avez raison, mais vous avez raison, mais la femme qui accouche, c'est un cas particulier qui mérite d'être appréhendé de façon particulière et qui est un cas tout à fait problématique parce que la femme qui accouche est tenue en otage autour de son accouchement et du bien-être de son bébé. Mais on peut œuvrer, par exemple, à faire en sorte que les femmes n'accouchent pas avec ce genre de médecin-là. C'est-à-dire à faire de la prévention en amont. Oui. En fait, c'est particulier et ça n'est pas parce que quand la femme est enceinte, quand une femme est enceinte, à 4 mois, il y a tout de suite la mainmise de la médecine sur son corps, sur ses choix, et petit à petit, il y a un lien qui et au moment de l'accouchement, il se passe aussi des choses très spécifiques dans son lien à son enfant, dans son lien à son couple, si elle a un couple, que ce soit hétéro ou homo, peu importe. Et là, il va se jouer des choses qui fait qu'après, c'est toute sa relation corps médical pour l'éducation de son enfant et toute sa relation à la société, où on va lui dire « Ah, je vais te donner une purée de carottes, mais je vais appeler le pédiatre quand même au cas où, pour être sûr, si jamais, on ne sait jamais, il peut peut-être déclencher des allergies graves. » Exactement. Voilà. C'est une étape. C'est une étape. De nous tous ici, parce que nous sommes tous nés, en fait. Ah ouais? C'est là qu'il faut Non, mais vous êtes... du rapport de genre et de la médecine. Vous avez raison, et vous insistez sur le fait que c'est une étape souvent sur une longue relation. Et c'est le début ou la continuation de l'accomplissement de l'emprise. Enfin, mais en tout cas, vous avez raison de regarder ça comme un continuum. Sur le plan aussi, il y a alors la normalisation. On va en arriver aux enfants là. La normalisation, par exemple, du genre de l'enfant qui vient de naître.
et qui a des organes génitaux anatomiques non conformes, non normaux. Bon. En France, la procédure actuelle, c'est encore de sauter sur les parents tout de suite et de leur dire il faut l'opérer. Il faut le normaliser. On est encore dans la normalisation. De plus en plus, dans d'autres pays, en Scandinavie, en Angleterre, c'est en train de bouger aussi, au Canada, en Hollande, aux États-Unis, en tout cas dans certains États, parce que les États-Unis, c'est un grand pays dans lequel il y a beaucoup d'États et beaucoup de pratiques, ça commence de plus en plus à être « oula ». Premièrement, si la variation anatomique, plutôt que de parler d'anomalie, on peut parler de variante anatomique. Si la variante anatomique n'est pas incompatible avec la santé, c'est-à-dire si elle n'entraîne pas de troubles particuliers, il n'y a pas d'urgence à y toucher. Justement, la conscience de soi et la conscience de genre en particulier, ou de préférence sexuelle, ou peu importe, en tout cas la conscience de qui je suis, il n'y a que la personne concernée qui peut la donner, qui peut la livrer. Par conséquent, il n'est pas question de la mutiler, de l'opérer, sans savoir de qui il s'agit. Il n'est jamais urgent d'intervenir chirurgicalement sur quelqu'un quand il s'agit de modifier l'aspect ou de modifier la configuration anatomique. C'est jamais urgent. C'est urgent seulement quand la vie est en danger dans l'immédiat. Mais très souvent, dans les questions d'intersexuation, la vie n'est pas en danger. S'il y a une anomalie urinaire qui fait que l'enfant va avoir des infections urinaires qui vont menacer ses reins, oui, là, on peut intervenir. Mais s'il n'y en a pas, on n'y touche pas. Ça, c'est une norme, c'est une attitude qui est bien entendu très pénible pour les médecins, parce que les médecins sont formés pour intervenir, pour normaliser, pour rendre conforme. Mais c'est une attitude qui est beaucoup plus respectueuse de la personne en devenir qui ne sait pas et dont personne ne sait qui elle est et qui elle va devenir. Je vous recommande à ce sujet-là la lecture de Middlesex de Jeffrey Eugenides, qui est un livre magnifique. Et je vous recommande la lecture au moins d'un chapitre du Cœur des femmes. C'est pas la peine de tout acheter, hein, vous n'avez qu'à vous le passer. Qui parle de certaines anomalies variantes. Pourquoi j'annonce ? De certaines variantes biologiques qui font que, par exemple, dans certains secteurs si je me souviens bien, de Haïti et d'Amérique du Sud, il y a des enfants qui naissent avec un aspect anatomique qui est celui d'une fille et qui, à la puberté, parce qu'il y a une intolérance aux androgènes jusqu'à la puberté, à la puberté se transforme en garçon. Alors évidemment avec un pénis qui ne sera pas de taille aussi importante que s'ils avaient été un garçon tout de suite, mais qui ont une sexualité que tout le monde considère comme normale, en tout cas dont ils ne se plaignent pas eux, qui peuvent même avoir des enfants eux-mêmes. Et tout le monde le sait, et personne n'y touche. Mais on sait qu'il y a des filles qui deviennent des garçons à 12 ans ou à 13 ans. Donc vous voyez comme, et ça évidemment c'est dans des endroits dans lesquels l'emprise médicale est bien moins grande, et la normalisation n'est pas... Et je voudrais conclure, avant qu'on continue à se poser des questions. Quoi, il est déjà 7 heures là, c'est terrible. Qu'est-ce qu'il est bavard ce mec. Non, je l'écrirai puis je le posterai sur mon site. Puis, parce que je préfère vous laisser un peu plus la parole. Oui, je voulais finir là-dessus. On a la chance aujourd'hui d'avoir, entre autres progrès, entre guillemets, on peut croire ou ne pas croire au progrès, mais enfin, entre autres avancées, on a la chance d'avoir 3 choses. La première, c'est une conscience générale des populations, en tout cas dans les pays développés, mais aussi dans certains pays en développement, où c'est en train de monter, la conscience générale du fait que un homme, une femme
Bien sûr, ça n'est pas égal parce que le corps n'est pas le même, parce que les aspirations ne sont pas les mêmes, parce que la culture n'est pas la même, parce que ça n'est pas égal, mais ça mérite un égal respect. Donc ça mérite de respecter également son autonomie. Que les personnes qui ne sont pas forcément identifiées par les autres, ou qui ne s'identifient pas forcément comme les autres, comme étant hommes ou femmes, mais peut-être comme étant autre chose, et à ce moment-là la définition leur revient, méritent le même respect. Ça c'est la première chose, c'est la conscience croissante de ça. Je suis allé un jour au Canada, c'était avant que je m'y installe, je suis allé à Victoria, en Colombie-Britannique, de l'autre côté du continent, et j'ai assisté à un colloque étudiant, qui était un colloque comme celui-là, mais là-bas c'est toutes les associations d'étudiants font des colloques étudiants une fois par an dans chaque département, parce que c'est la coutume. C'est un colloque d'étudiants en littérature qui faisait un colloque sur la santé et le corps. Et il y avait là une personne, j'étais très troublé parce que je ne savais pas si c'était un homme ou une femme, une personne qui faisait une présentation tout à fait brillante sur, à partir d'une nouvelle de Balzac, et qui tournait autour aussi de la question du genre, en tout cas de l'identification de genre d'un personnage. Je ne me souviens plus du titre de la nouvelle. Ah oui, c'est Sarrazin, voilà, c'est ça. Oui, qui a donné le SZ de Barthes par la suite. Bon. Et très troublé, je me tourne vers mon hôte, qui était le professeur du département qui avait co-organisé, enfin qui avait aidé logistiquement les étudiants à faire leur colloque, et qui avait suggéré mon nom. Je me tourne vers lui et je lui dis, mais en plus, la personne en question avait un prénom qui était un prénom, comment dirais-je, bisexué. Bon. Je lui dis, mais je suis désolé de poser cette question, mais est-ce que c'est un homme ou est-ce que c'est une femme? J'étais gêné de poser la question. Et il m'a dit, ah ben non, c'est normal, c'est un homme qui est en train de faire sa transition, mais là il est au stade où il a pris beaucoup d'hormones, donc sa physionomie, sa voix, son comportement, tout ça c'est en train de changer. Et nous aussi, mais nous on est prévenus, on le savait, il est arrivé, elle est arrivée, parce que comme son désir final c'était d'être une femme, tout le monde disait elle est arrivée au début de l'année en nous expliquant qu'elle allait amorcer cette transition. Et puis c'est tout. Et puis on n'en a plus parlé. Et puis ça gênait personne. Et puis ça remettait la féminité ou la virilité de personne en cause. Il n'y avait pas de norme. Il n'y avait que la décision d'une personne d'opérer sur elle-même une transformation qui en plus se faisait de façon non violente. Si vous lisez Changer de sexe de Stéphanie Nico et Alexandra Oxmer, vous verrez que elles expliquent que les personnes transsexuelles ne veulent pas toutes être opérées. Il y a des personnes transsexuelles qui vivent leur transsexualité sans intervention chirurgicale. Il y a donc là aussi des variantes extrêmement nombreuses en fonction de l'individu. Et moi c'est là-dessus que je voudrais terminer en disant la deuxième chance, si vous voulez, qu'on a, la troisième chance, c'est que premièrement, aujourd'hui, et de manière croissante, nous disposons d'un savoir scientifique extrêmement étendu qui nous permet de relativiser les normes dans lesquelles nous avons vécu, dont nous héritons historiquement, sociologiquement, tout ce que vous voulez, qui permet de relativiser énormément ces normes. Quand on voit... alors là, maintenant, il commence à se traduire, pendant longtemps, ils n'étaient pas traduits, mais il commence à se traduire beaucoup de livres d'anthropologie ou de primatologie ou d'anthropologie comparative qui vous montrent que les normes humaines n'ont rien de spécifique à l'humanité. Beaucoup d'animaux, par exemple, ont des valeurs morales. Et ça se démontre. Ils ont des valeurs morales. Donc, même la moralité n'est pas quelque chose qui est spécifique à l'être humain. C'est le produit de l'évolution, et c'est le produit de l'évolution de nos cerveaux. Bon. Connaître de mieux en mieux les sciences naturelles et la façon dont toute la biologie opère dans toutes les espèces relativise et, comment dirais-je, rend humble par rapport à notre propre fonctionnement et par rapport aux normes que nous nous imposons.
Et le troisième, ça c'est la science. Hein. Le premier, c'est la conscience que c'est plus compliqué que ça, il n'y a pas juste les hommes et les femmes. Le deuxième, c'est la science, c'est le corpus croissant de science. Et le troisième, c'est l'Internet. Toute personne qui se méfie de l'Internet perd beaucoup. Et surtout, procède d'une précaution ou d'une peur qui n'est pas justifiée. Nous ne pouvons pas rejeter la possibilité d'avoir accès à autant de savoir. Bien sûr que tout le savoir n'est pas de la même qualité, mais franchement, quand vous étiez au lycée, ils étaient tous bons, les profs. Quand vous allez dans une librairie, ils sont tous bons, les livres. Quand vous allez dans un kiosque à journaux, ils sont tous bons, les magazines. Quand vous regardez la télé, elles sont toutes bonnes, les émissions. Non, vous faites des choix. Et bien, l'Internet, c'est la même chose. Nous ne pouvons pas rejeter un moyen horizontal, transversal, interdisciplinaire, transculturel, d'échanger du savoir. C'est une chance extraordinaire que nous avons, qui ne va faire que se développer de plus en plus, et qui va permettre de redéfinir, entre guillemets, des normes, et aussi de redéfinir, là je voudrais revenir à la question de la personne qui ne peut pas se lever et dire je m'en vais. Si on veut opposer un contre-pouvoir aux structures médicales et apporter autre chose, et il y a plein de moyens de le faire, mais ça demande du travail. Il y a 15 ans, quand je postais sur mon site qu'une femme pouvait se reposer un stérilet même si elle n'avait pas d'enfant, très souvent les femmes se heurtaient à une fin de non-recevoir. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à poster des documents scientifiques qu'elles pouvaient télécharger et amener à leur gynécologue. Et là, elles pouvaient lui dire si vous ne voulez pas, c'est pas grave, je vais essayer de trouver quelqu'un d'autre. Donc elles exerçaient leur liberté grâce à un foutu coup de bouton de clic de bouton de souris sur un ordinateur. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile de faire ça. C'est encore difficile pour beaucoup, mais c'est plus facile. L'extension et le partage du savoir permet d'avoir d'exercer ce genre de contre-pouvoir. Plus vous en savez, moins vous allez vous laisser faire. Mais il y a autre chose à faire, c'est qu'il faut s'organiser. Il y a plein de soignants et de professionnels de santé ici. Si on crée des réseaux qui sont des réseaux transdisciplinaires, c'est-à-dire pas seulement d'un côté les associations de patients et de l'autre côté les syndicats de médecins ou de sages-femmes bienveillants, mais des syndicats ou des groupes ou des associations de personnes qui sont préoccupées par la liberté en santé, par exemple, et qui partagent toutes les ressources, les adresses. On n'arrête pas de me demander « Ah, est-ce que vous connaissez des gynécologues qui posent les stérilets avec la méthode non violente, là, qu'on appelle la torpille, mais c'est pas un bon nom, parce que torpille, c'est... Mais éliminer, qui en éventail, en floraison. C'est joli, Est-ce que vous connaissez pas? Non, je ne les connais pas, les gynécologues qui les posent parce qu'ils ne se mettent pas... Mais les femmes les connaissent. Donc, si on fait une banque de données, si on fait des banques de données, d'adresses de gens qui se comportent bien, de maternités dans lesquelles on peut accoucher sans qu'on vous oblige à rester allongé tout le temps avec le monitoring, etc. Si vous vous unissez et vous regardez ce que font les réseaux sociaux, et bien là, vous pouvez constituer une forme de contre-pouvoir par le partage des informations, par le partage des expériences, par le partage des adresses. Et petit à petit, ça permet de chanter, comme on disait dans le temps, ça permet de chanter, de prendre des déviations et de ne pas aller sur les chemins qui sont balisés par les gens qui veulent exercer un contrôle sur eux. Voilà, je vous remercie. Il y a deux catégories qu'il faut joindre au réseau, absolument. C'est les juristes et les avocats. Parce qu'il y a des avocats et des juristes qui sont aussi scandalisés que vous par les médecins. Et eux, ils connaissent plein de trucs qui servent en justice. Et puis il y a les hommes.